Bonsoir à tous. Alors, merci Thomas. Alors, au niveau du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le machine learning. Donc, il faut savoir tout d'abord que le machine learning, même si bon, c'est un nom anglais, c'est pas si complexe que ça. Ça a beau faire peur, c'est pas si complexe. On va le voir ensemble. Alors, au niveau de cette présentation, tout d'abord, je vais donner quelques définitions parce que je ne voudrais pas utiliser du moins des mots que vous ne compreniez pas. Je vais ensuite expliquer la différence entre des problèmes complexes pour un être humain et des problèmes complexes pour une machine. Ensuite, je donnerai plus d'exemples sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'en réalité le machine learning. Et enfin, on va parler des différentes approches qu'une machine va utiliser pour apprendre. Alors, tout d'abord, donc, si on prend Wikipédia, le machine learning, c'est un apprentissage statistique qui concerne la conception, l'analyse, le développement et l'implémentation des méthodes permettant à une machine d'évoluer par un processus systématique et ainsi de remplir des tâches difficiles ou problématiques par des moyens algorithmiques plus classiques. Bon, honnêtement, c'est un petit peu long et complexe, comme Wikipédia sait le faire. Pour moi, je trouve ça plus simple. Pour moi, je le décris comme celui-là. C'est tout un ensemble d'algorithmes utilisant des analyses statistiques pour prendre des décisions, tout en affinant ses résultats tout au long du temps. Alors, un autre terme maintenant, le deep learning. Le deep learning, c'est tout simplement la transformation des données complexes afin de simplifier le traitement par un ou des algorithmes. Si on voit sur l'exemple juste en dessous, on prend une image, donc un robot. Ça va être le découpage en petites sections de cette image et un ajout de données diverses, je rentrerai dans les détails un peu plus tard, pour donner un résultat plus mathématique. C'est-à-dire que chaque petite partie de cette image va être transformée afin qu'elle soit compréhensible par un ordinateur. Globalement par une machine. Alors, la résolution de problèmes complexes. Prenons le cas des humains maintenant. Tout d'abord, une équation comme celle-ci, même si avec du temps, dans l'ensemble, on peut tous la résoudre, ça prend du temps. Globalement, les mathématiques en général. Ensuite, un autre cas, tout ce qui va être de la cryptographie, c'est-à-dire tout ce qui est l'ensemble de la transformation d'une information en une autre, afin qu'elle soit non lisible par une personne qui ne devrait pas y avoir accès. Donc là, c'est pareil, pour un être humain, c'est possible de passer de la partie encryptée à décryptée, et inversement, mais ça va lui prendre du temps, en fonction de l'algorithme qu'il va utiliser. Parlons maintenant de la solution pour ça. Comment un être humain peut faciliter la résolution de ces problèmes? Tristement, en utilisant une machine. Les mathématiques, l'exemple dont j'ai parlé juste avant, une calculatrice ou basiquement un ordinateur va être capable de le résoudre bien plus vite et sans erreur, contrairement à un humain. Et exactement pareil pour la partie cryptographie. Parlons maintenant des problèmes complexes pour une machine. Pour une machine, être capable d'analyser une image, et là en l'occurrence un visage, avec une émotion, c'est très complexe. Alors que pour un être humain, c'est plutôt naturel. Au fur et à mesure du temps, on a appris que certains visages voulaient dire que vous représentez la colère, d'autres la peur, et ainsi de suite. Pour nous, ça nous prend que, on va dire, une demi-seconde pour avoir l'information. Alors que pour une machine, si on donne juste l'image comme ça, ça va prendre un temps infini. Si on ne lui a pas appris à reconnaître ce genre d'information, ce qui n'est pas le cas de base, la machine va prendre un temps infini.
Un autre exemple, une conversation. Une simple conversation pour une machine, à l'exception des programmes tout bêtes qui vont répondre oui ou non à une question en fonction de comment ils ont été programmés. On parle d'une vraie conversation. C'est pratiquement impossible à une machine de le faire, si on ne l'a pas entraîné pour ça. Les solutions maintenant. À l'inverse, utiliser un humain. C'est plus rapide, parce que l'humain sait le faire, il l'a appris tout au long de son existence, et c'est aussi beaucoup plus facile. Ou encore, devenir meilleur. Et on va parler de ça maintenant. Donc comment ça marche? Est-ce que ça marche tout seul? Non. Non, malheureusement, ça ne marche pas tout seul. On ne peut pas s'enregistrer devant une caméra et parler directement à son ordinateur pour lui dire « Ok, à partir de maintenant, tu dois faire comme ça ». Ça serait bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que le machine learning a un objectif bien particulier. Il est là pour résoudre des problèmes spécifiques. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pourrait voir dans certains films, va pas être capable de résoudre n'importe quel problème. C'est vraiment très très variable et très spécifique. Un exemple. Si vous donnez un tableur Excel à une intelligence artificielle, elle va être capable de trouver des groupes, de faire des calculs dessus. Par contre, elle ne va pas forcément être capable d'analyser cette donnée. Ça fait partie des données qui sont les plus importantes dans ce tableur Excel. Elle ne va pas être capable de dire, OK, la prochaine estimation pour dans tant de temps, ça devrait être ça. Sauf si on l'entraîne pour ça. Si elle est entraînée pour faire une tâche particulière, elle va pouvoir le faire. Ensuite, quelque chose qu'on fait naturellement sans vraiment y penser, ça va être de simplifier un problème en plusieurs problèmes. Une machine, une intelligence artificielle va basiquement faire exactement la même chose. Si elle doit analyser une image, comme j'ai donné l'exemple au tout départ, elle va découper l'image en petites parties afin de simplifier son problème. Ensuite, comme je l'ai dit au départ, une intelligence artificielle ne va pas être capable de travailler avec n'importe quelle entrée. Elle ne va pas être capable de prendre une image comme celle-ci. Elle ne va pas pouvoir prendre un son et comprendre ce que ça veut dire. Elle va être obligée de transformer cette information. Et cette information, une fois transformée, va globalement devenir des données brutes, donc des chiffres. Et c'est cette analyse de chiffres via des statistiques qui va permettre de donner des résultats, de trouver des solutions. Donc, ça paraît un petit peu théorique ce que je suis en train de dire, mais je vais donner des exemples par la suite. Gardez à l'esprit que une intelligence artificielle, le principe du machine learning, se base sur des statistiques pour résoudre des problèmes. Donc, comme je viens de le dire, tout type d'entrée, que ce soit des données statistiques ou des images, du son, de la vidéo, ça va être transformé pour, évidemment, au final, terminer par des 1 et des 0, mais avant tout, par des données numériques. Donc, il faut savoir que le machine learning peut se découper en plusieurs catégories. Là, on retrouve 3 des principales catégories, les catégories d'algorithmes les plus connues. Donc, on va avoir tout d'abord le supervisé, ensuite le non supervisé et le renforcement, les algorithmes par renforcement. On va en avoir une autre dont je vais parler par la suite, qui s'appelle le semi-supervisé, qui est un mélange entre plusieurs de ces catégories. Et enfin, outre les catégories,
le machine learning va utiliser tout un tas d'algorithmes différents. Alors, pas forcément à la fois, mais il va en utiliser plusieurs. C'est-à-dire que, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir, si on souhaite obtenir un résultat entre juste une valeur oui ou non, ou si on souhaite obtenir une estimation d'une valeur, par exemple, je sais pas, 4,5, ou si on souhaite obtenir un son, tout ce type de résultat va utiliser un type d'algorithme différent. Et il y a évidemment tout un tas de catégories d'algorithmes, mais globalement, gardez à l'esprit que pour choisir un algorithme, il faut savoir qu'est-ce qu'on a en entrée comme données, comme type de données, qu'est-ce qu'on va avoir en sortie et quelles sont les ressources dont on va pouvoir utiliser durant l'exécution de l'algorithme. Je donnerai des détails juste après. Bon, si on regarde rapidement les différentes catégories d'algorithmes qu'on va avoir, on va retrouver le deep learning dont j'ai parlé au départ. On va retrouver, je vais détailler juste les plus connus, les réseaux neuronaux, la régression. On va avoir un arbre de décision et le clustering et la réduction aussi. Ça fait partie des catégories les plus connues et les plus utilisées. Alors, pour résumer, une intelligence artificielle va être utilisée pour résoudre des problèmes spécifiques, donc pas tout et n'importe quoi, va simplifier un problème en plusieurs parties, utilise des statistiques pour résoudre ce problème ou ces sous-problèmes, va transformer toutes les données qu'elle va recevoir en entrée afin qu'elles soient compréhensibles pour elle. Il faut aussi savoir que cette transformation de données peut, dans certains cas, demander l'utilisation d'autres algorithmes de machine learning. Et utilise aussi plusieurs catégories d'apprentissage et d'algorithmes. Alors, parlons du système d'apprentissage maintenant. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver 3 catégories principales et une supplémentaire qui permettent à la machine d'apprendre en utilisant une manière totalement différente, une approche totalement différente. Donc le supervisé, le non supervisé, le renforcement et le semi-supervisé. Donnons quelques détails maintenant. Alors, tout d'abord, le supervisé. Donc, je vais prendre pour les quatre approches le même exemple. Le cas où on doit traiter des fichiers, traiter des fichiers afin de savoir dans quelle catégorie ils sont. Donc là, on retrouve 4 catégories par couleur, tout simplement. Et on va avoir 2 étapes. Donc, la première étape qui est l'entraînement, que vous retrouvez en haut. Cette étape, en fait, va permettre à l'algorithme d'apprendre qu'est-ce qu'il va devoir faire. Donc, comment ça marche? Tout simplement, on va lui donner en entrée tout un tas de données qui sont déjà catégorisées. Exemple, on lui dit tel fichier, il appartient à telle catégorie. Tel autre fichier appartient à telle autre catégorie. Et tout ça avec des milliers, voire des fois des millions d'exemples catégorisés. Toutes ces informations, en fait, permettent à l'algorithme de savoir, en fonction d'un fichier, en fonction du contenu, parce que là on parle d'un fichier, en fonction du contenu, à quelle catégorie il est associé. Donc, une fois cette phase d'apprentissage terminée, vient la partie qui nous intéresse, la partie d'analyse, qui va s'exécuter à chaque fois qu'on a une analyse à faire. C'est-à-dire que l'entraînement peut se faire qu'une seule fois, si possible. Généralement, la partie d'entraînement est bien plus longue que la partie d'exécution de l'algorithme. Et le processus tout simple commence. C'est-à-dire que on va passer une donnée
une donnée inconnue. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait repasser un des fichiers dont on a déjà passé ou passer n'importe quel autre fichier. Là, cette donnée va être envoyée à l'algorithme et l'algorithme, vu qu'il a été entraîné, il va être capable, en fonction du contenu du fichier, donner la catégorie qui est associée. Donc là, c'est le principe du supervisé. Supervisé, pourquoi? Parce qu'au départ, on lui a dit, OK, tel type de fichier, ça ressemble à ça. Maintenant, le non supervisé. Alors, le non supervisé fonctionne sur le même principe globalement, à l'exception de la donnée en entrée. La donnée en entrée, en fait, à la différence du supervisé, va être non catégorisée. Ça signifie qu'on ne sait pas du tout à quelle catégorie, à quel groupe elle appartient. Donc là, la partie entraînement va se faire aussi, mais de manière différente. C'est-à-dire que là, ça va être à l'ordinateur d'analyser et de faire un regroupement d'informations pour créer ces groupes, les créer par lui-même. C'est-à-dire qu'en prenant tous ces fichiers, il va essayer de trouver les différences et les points communs entre tous ces fichiers. Et globalement, il va arriver à recréer des groupes par lui-même. Alors, évidemment, à la différence de l'état supervisé, il est possible qu'il se trompe. Il est possible qu'il fasse des groupes totalement différents. Et c'est justement dans ce genre de cas où on va être capable de trouver des catégories dont un être humain n'était pas capable de voir. Un exemple, on passe différents fichiers statistiques et là, l'ordinateur va trouver des catégories alors qu'on ne les avait pas vues. Des rapports étranges, même des fois totalement faux, mais statistiquement qui se valent et permettent de créer des groupes. Donc, une fois cette phase d'entraînement terminée, ça fonctionne exactement de la même manière. On envoie une nouvelle donnée, l'algorithme l'analyse et il va ressortir une catégorie. C'est exactement le même principe. Globalement, il y a la partie entraînement et ensuite la partie analyse. La partie entraînement prend plus de temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que généralement, on doit traiter une énorme quantité de données, d'où l'intérêt très souvent d'utiliser des big data. Donc, je pense que le terme big data parle à la majorité d'entre vous. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais gardez surtout à l'esprit que la partie entraînement, c'est la partie la plus complexe, mais c'est aussi la partie qui va prendre le plus de temps. Si vous entraînez mal votre modèle, si vous entraînez mal votre machine, alors les résultats que vous allez obtenir en sortie vont être totalement faux. Ensuite, le semi-supervisé. Alors, le semi-supervisé, c'est un mélange entre les deux. On va envoyer, durant la partie entraînement, on va envoyer des données qui sont catégorisées et d'autres qui ne le sont pas. Globalement, un exemple, vous y passez tout un tas de photos, un fichier de photos. Certaines vont être bien catégorisées, par exemple, vont être bien nommées. Ok, dans cette photo, il y a telle personne. Et d'autres vont avoir un nom totalement random. Voilà. Là, l'algorithme doit être capable de créer des groupes en utilisant les groupes déjà existants. Généralement, dans l'ensemble, on va passer des fichiers correspondant à chacune des catégories déjà existantes. C'est-à-dire que si on doit avoir 10 catégories, on va essayer d'y passer des fichiers labellisés, des fichiers catégorisés de chacune de ces catégories, le plus possible. Mais on essaie d'y passer au moins quelques-uns en tant que labellisés. Ce qui permet à l'ordinateur de savoir quel type de données il va devoir regarder pour trouver des groupes. Et ensuite, exactement le même principe. La partie analyse se fait en envoyant un fichier inconnu pour ressortir une catégorie. Et enfin, le dernier, donc par renforcement. Le système de renforcement est un mélange entre le non supervisé et l'apprentissage permanent. C'est-à-dire que, globalement, on va y passer des données non catégorisées
l'ordinateur va créer des groupes par lui-même. Ensuite, on va avoir l'analyse qui se fait exactement de la même manière que pour le non supervisé. Sauf que à la sortie, une fois la réponse obtenue, là, un utilisateur, généralement c'est un opérateur, va donner son avis par rapport au résultat qui a été donné. Exemple, ok, est-ce que la catégorie est bonne? Ou ben non, en réalité, ça devrait être telle catégorie. Cette action est réinjectée, et surtout ce résultat est réinjecté à la partie entraînement, au résultat qui a été donné durant la phase d'entraînement, afin de l'améliorer. Alors, ensuite, on va retrouver deux types de données, deux types de résultats d'algorithmes et deux types d'analyses qu'on va avoir. La première, ça va être la prédiction. La prédiction, c'est une estimation en fonction d'une régression linéaire. Donc, désolé pour ceux qui sont pas trop, on va dire, qui apprécient pas trop les mathématiques, mais globalement, ça va être en fonction d'une courbe. Donc là, la courbe noire que vous voyez, en fonction d'une courbe, trouver la position qui va être la plus proche de cette courbe. Exemple, si par exemple on doit donner une valeur pour 6%, ben, si on doit estimer, globalement ça partirait, on tendrait sur une position qui serait autour d'ici, parce qu'elle doit suivre cette courbe. Ce principe-là, qui est un peu abstrait quand je l'explique, est utilisé et fait partie de l'un des plus utilisés par les algorithmes pour trouver des résultats. Son objectif au départ, durant sa phase d'entraînement, c'était de trouver cette courbe. Donc là, elle est très simple, c'est une linéaire, mais dans certains cas, ça peut vraiment être complexe et les fonctions peuvent donner des résultats totalement différents. Et enfin, à l'opposé de la régression, on va avoir de la classification. La classification, c'est tout simplement un résultat entre 1 ou 0. Voilà. Est-ce que c'est un taureau ou est-ce que c'est un ours? On peut prendre aussi le cas d'une classification plus complexe. Là, on n'a que deux exemples, on n'a que deux valeurs. Mais ça pourrait très bien être la même chose avec 3, 4, 5 valeurs. Globalement, il suffit de se poser la question, oui, non. Est-ce que c'est tel élément? Est-ce que c'est un ours? Oui, non. Est-ce que c'est un taureau? Oui, non. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, ces deux algorithmes, ces deux catégories d'analyse font partie des plus connus et des plus utilisés quand vous cherchez à trouver un résultat. Alors, je vais conclure sur ma présentation. Globalement, le machine learning, c'est quoi? C'est un principe permettant à une machine de résoudre des problèmes très précis. Ça utilise de l'analyse et de la prédiction de données de toute forme grâce à l'utilisation des statistiques. Et enfin, un point important, comment choisir le bon algorithme? Ben, je l'ai dit plus tôt, on doit savoir quelles sont les données qu'on a en entrée, est-ce qu'elles sont classifiées ou non, est-ce qu'elles sont catégorisées ou non, quelles sont les données en sortie, de quelle forme on doit les avoir, est-ce qu'elles doivent être précises ou pas, et enfin, quelles sont les ressources disponibles. Exemple, est-ce qu'on va avoir un utilisateur qui va pouvoir intervenir et corriger les résultats, ou du moins une partie de ces résultats. Voilà. En fonction de tout ça, on va être capable de sélectionner le ou les algorithmes qui sont adaptés au problème. Bon, je termine en disant que on en est loin, donc c'est pas la peine de s'inquiéter. Contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de films, on en est encore très loin d'être capable de demander à une machine tout et n'importe quoi.
même si à l'heure actuelle, beaucoup chercheraient à l'atteindre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions? Je prends. Dans le micro. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. Ma question se porte sur la démarche, la méthode à suivre afin de choisir le bon algorithme pour un exercice donné. Alors, comment choisir entre la régression, catégorisée, l'arbre de décision, etc. Alors, comme j'ai dit juste avant, non, c'est bon, je peux parler assez fort. Oui, pour l'enregistrement, ça nous aide. Ah oui, d'accord. Comme j'ai dit juste avant, tout se base en fonction de quelles vont être tes données en entrée et tes données en sortie. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as de la voix en entrée, c'est pas du tout la même chose que si tu vas avoir un tableur Excel. Et c'est pareil pour la sortie. Après, il faut savoir que tu peux mélanger et utiliser tout un tas d'algorithmes pour trouver des réponses et transformer tes données. Donc, c'est assez variable, mais globalement, chaque algorithme a ses spécificités. Donc, il suffit de regarder quelles sont les spécificités, quelles sont les caractéristiques de ton problème. Est-ce que tu vas avoir des images en entrée alors que est-ce que c'est une voix? Est-ce que ça va être des données qui vont être une grande partie vont être invalides, des données qui vont être catégorisées ou pas? Est-ce que tu as déjà un exemple, un set de données qui va aider ta machine à apprendre ou pas? Et toutes ces informations-là, en fait, te permettent de sélectionner quelle catégorie d'apprentissage tu vas utiliser. Est-ce que tu vas utiliser plutôt du supervisé ou du non supervisé? Et aussi, quel algorithme tu vas utiliser par la suite. Voilà. J'ai répondu à ta question? Ok. Notre question? Non? Oui? Je pensais Je vais rester là du coup. Je pensais aux exemples grand public qu'on a aujourd'hui comme la voiture autonome ou les assistants comme Alexa, où on nous dit qu'ils récupèrent des données constamment de tous les utilisateurs. Et donc je me demandais si c'était du renforcement ou plutôt de l'entraînement continu avec de la réinjection de nouvelles données. Je sais pas si tu... Merci. Alors, c'est une bonne question. En fait, il faut savoir que généralement, ce genre d'algorithme, en fonction des problèmes qui sont posés, vont utiliser différents algorithmes derrière. Parce que, comme je l'ai dit, en fonction du problème, tu as plusieurs solutions possibles. Mais quoi qu'il arrive, il est vrai que l'algorithme va être en permanence et surtout l'apprentissage va se faire en permanence. Il y a généralement, c'est assez rare qu'on va avoir des utilisateurs derrière, du moins des opérateurs, qui vont dire « Ok, là tu as raison, là tu as tort, là tu as raison, là tu as tort ». Mais par contre, c'est très souvent qu'en fonction de la quantité de réponses et qu'est-ce qui a été exécuté derrière, par exemple, tu poses une question à un bot, et toi derrière, donc il te répond, et derrière, toi tu vas reposer exactement la même question. Là par exemple, l'analyse qui va être faite derrière, ça peut être « Ok, la réponse est totalement fausse ». Du coup, il va falloir considérer la réponse qui a été donnée précédemment comme une mauvaise réponse. Et cette information-là, en fait, en fonction d'un millier de réponses, va permettre à l'algorithme de s'améliorer au fur et à mesure. Donc oui, tout un tas de données est récolté en permanence afin d'améliorer les résultats de ta machine et afin d'améliorer les résultats de l'algorithme. Voilà. J'ai répondu à ta question? Ouais. Une autre question? Oui. Voilà, ma question va peut-être paraître un peu simplette, mais ok,
l'algorithme s'améliore Mhm. de lui-même. Ça veut dire qu'il y a un algorithme qui est capable. Non, il y a un algorithme qui est capable de réécrire par-dessus un autre algorithme. Alors, je te laisse terminer ta phrase. Non, c'est bon. Alors, si tu te rappelles, en fait, chacun des algorithmes, chacune des approches, que ce soit du supervisé, du non supervisé, ainsi de suite, globalement, il y a deux phases. Il y a la phase entraînement et la phase d'algorithme. En réalité, ça ne va pas être l'algorithme lui-même qui va s'améliorer. Parce que l'algorithme, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être un petit peu comme, tout bêtement, une simple machine. Tu vas lui donner deux cas. Tu vas lui dire, OK, si ce que tu reçois en entrée, c'est rouge, tu retournes true. Si tu dis que c'est bon. Si ce que tu reçois en entrée, c'est bleu, tu dis que c'est pas bon. Et bien, là, tu reçois un exemple. Tu reçois vert. Vert, tu sais pas si c'est bon ou pas. Donc, l'algorithme va répondre soit une réponse au hasard, soit une réponse par défaut. Mais globalement, il va obtenir une nouvelle réponse. Et cette nouvelle réponse, en fait, va enrichir les données que les consignes du départ que tu as données à la machine. C'est-à-dire, au lieu qu'elle ait deux couleurs, eh bien, elle va avoir trois couleurs du coup dans son dictionnaire. Elle va savoir qu'est-ce qu'elle doit faire pour du vert, pour du rouge et pour du bleu. En réalité, l'algorithme ne va pas changer. Ça va être tous ces cas d'exemple, tout ce qu'elle est supposée faire qui doit changer. C'est globalement son cerveau, c'est globalement sa mémoire qui va changer. Et en changeant sa mémoire, comme un être humain va apprendre, elle va exécuter une action différente. L'apprentissage se base comme ça. Exactement pareil que si toi, tu mets ta main proche d'une source trop chaude, tu vas te brûler, tu vas pas le refaire deux fois. Eh bien, c'est pareil. En réalité, ton corps n'a pas vraiment changé. Si tu retouches, tu vas te brûler quand même. Par contre, tu as appris que tu ne dois pas le faire. Voilà. Ça répond à ta question? Je t'en prie. Une dernière question, mais rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc j'ai bien compris votre réponse, mais de ce que je comprends, c'était plus un apprentissage de choses nouvelles. Mais par contre, si j'apprends une date et que je me rends compte que je me trompe, est-ce qu'il y a correction? Et je pense que c'est dans ce sens aussi peut-être la première question. Alors, si j'apprends une nouvelle date, j'entends bien qu'il est intégré et que la machine a appris et qu'elle va connaître cette nouvelle date. Mais si auparavant la machine a considéré ou l'opérateur m'a dit que la bataille de Trafalgar c'est X et qu'en fait on me dit que c'est Y, comment ça se passe? Alors, globalement, c'est assez simple. Ça se base sur la multitude de données. C'est-à-dire que si tu as une réponse qui est positive, si tu es dans le cas tout simple de la question d'après et tu obtiens une réponse différente sur la même question, ben, là, l'ordinateur ne va pas savoir quoi prendre en compte. Par contre, si tu as 2000 questions et 2000 réponses qui donnent la réponse que tu n'as pas appris, une autre réponse, ben, du coup, là, les statistiques vont être prises en compte et partir du principe que le nombre de réponses qui a été donné fait office de vérité. Voilà. Donc, ça se base toujours sur la quantité de données. Si tu en as une ou deux qui est fausse, c'est pas grave. Si tu en as 2 millions qui sont fausses et une seule qui est vraie, ben oui, là, effectivement, le résultat va toujours être faux. Voilà. Merci à tous.